Notre première table ronde aujourd'hui, nous allons apprendre des familles. Ce sont des parents qui ont des expériences vécues en tant que soignants pour les personnes handicapées et représentent beaucoup de parents. Nous voulons reconnaître le pouvoir et la passion des gens avec des ressources limitées en termes de temps et d'argent, des capacités limitées et ce qu'ils peuvent mettre de l'avant afin de contribuer pour un futur plus inclusif et équitable pour le mieux-être de tous les enfants au Canada vivant en situation de handicap. Nous sommes aussi très heureux que ce panel a des représentants des provinces de l'Atlantique ainsi que de l'Ouest. Et nos panélistes sont Abby Aduake, c'est une maman, un garçon autiste et une agente de liaison communautaire pour le Family Resource Network de Calgary, Immigrants Association et membre du Conseil consultatif national sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Khadija Zafar est une maman de 3 enfants qui a une maîtrise en éducation. Elle contribue une expérience vécue en tant que soignante à un enfant handicapé. Elle navigue chez Smile Canada, un organisme de bienfaisance voué au soutien des enfants et des jeunes handicapés racialisés et de leurs familles. Notre troisième panéliste est Alana Mulally. Elle demeure à l'île du Prince-Édouard avec ses 4 enfants, y compris 2 enfants qui ont reçu un diagnostic d'autisme et un atteint d'une maladie rare médicalement complexe. Depuis qu'elle a perdu son mari dans un accident de voiture en 2020, elle est mère monoparentale et comprend vraiment les obstacles à l'emploi auxquels sont confrontés les parents seuls et l'instabilité financière qui s'ensuit lorsqu'elles essaient de faire face à des coûts extraordinaires. Notre animatrice aujourd'hui, tout comme hier, est Brenda Lanahan, une de mes co-animatrices, une maman d'un jeune fils qui a des problèmes de santé. Il a inspiré son implication dans le plaidoyer de la recherche. Elle a cofondé le groupe Local BC Complex Kids et a été nommée au Conseil consultatif national sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et au Conseil consultatif du ministre pour les enfants et les jeunes ayant des besoins de soutien en Colombie-Britannique. Je sais qu'elle a beaucoup à offrir lors de ce panel. Brenda, la parole est à vous. Merci Amanda et bonjour à tous. C'est vraiment génial de vous voir tous ce matin. Merci d'être ici. En fait, nous nous sommes tous rencontrés l'autre jour et nous avons eu une excellente conversation. Nous pourrions parler pendant des heures et comparer nos expériences vécues. Et il y a des différences entre les différentes provinces comme nous l'avons entendu durant les conversations. Et donc, ce matin, nous allons commencer par vous demander de partager essentiellement vos expériences, les expériences vécues au sein de vos propres communautés, au sein de vos propres familles et partager les choses que vous aimeriez vraiment partager avec tout le monde ici aujourd'hui. Alors, je crois que nous allons commencer avec Abby et tout le monde pourrait parler pendant environ 4 minutes. Ce serait vraiment génial. Et ensuite, nous allons avoir une discussion. Alors, Abby, la parole est à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Avec beaucoup de gratitude et de respect, je reconnais le fait que je me joins à vous de Calgary. Et Calgary est le territoire traditionnel de la Confédération Blackfoot, le Piikani, les Pituxina et les nations Lakota, la nation des peuples Métis et toutes les personnes qui font que leur territoire traditionnel soit leur chez eux. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, encore une fois, je suis une mère d'origine nigérienne. Je suis une maman qui a un fils autiste. Et donc, je crois que j'ai une expérience de premier plan en tant que les individus et les familles de personnes handicapées auxquelles ils font face. Et donc, à Calgary, c'était tellement difficile d'obtenir un diagnostic pour mon fils. Ça m'a pris 1 an et demi en tant qu'immigrante et personne qui ne parle pas bien l'anglais. C'était encore plus difficile pour moi d'obtenir un diagnostic. Les gens ne comprenaient pas mes besoins. On me référait ici et là. On disait « Ah non, c'est juste un petit garçon africain qui ne sait pas parler comme il faut. » Et donc,
souvent, on ne m'a pas écouté et je peux juste m'imaginer ce que ça peut être pour les parents immigrants comme moi, comment naviguer le système. Après avoir enfin obtenu un diagnostic pour mon fils après 1 an et demi, ensuite, c'était de déterminer le soutien à Calgary et en Alberta dans son ensemble pour déterminer quel soutien je pouvais obtenir du service des familles avec personnes vivant en situation de handicap. Et obtenir du soutien pour mes enfants, ça m'a demandé de peindre une image qui ne parlait pas bien de mon fils essentiellement. Et donc, vous devez peindre une image de la pire journée dans la vie de vos enfants. C'est comme si vous peigniez une image du démon. Mais tout ce que vous recherchez, c'est du soutien pour votre enfant. Et donc, en ce moment, pour obtenir du soutien pour ces enfants, ça prend 12 à 24 mois. Et nous connaissons tous l'importance de l'intervention précoce. Et aussi, quand on veut défendre les intérêts pour les soins des enfants, ça va tellement nous aider à obtenir des soins pour nos enfants. Et donc, cette conférence est à propos de la pauvreté. Et donc, je vais vous parler un peu des soins pour les enfants ou des soins de garderie. Alors, mes enfants étaient passés d'un endroit à l'autre. Je suis une mère immigrante monoparentale. Je devais trouver des soins pour mon enfant. Et donc, les garderies disaient, oh, on ne peut pas le prendre, c'est un risque pour les autres. Alors, aux 3 jours, on m'appelle pour aller chercher mon enfant à la garderie. Alors, comment puis-je conserver un emploi quand je suis toujours obligée d'aller chercher mon fils à la garderie? Et donc, les enfants handicapés, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Quelles vont être les implications financières pour les familles? Parce que, vous savez, les soins pour les enfants peuvent aider beaucoup des familles comme moi-même. Ce n'est pas juste à propos des services de garderie. Ils devraient avoir le droit à tout, comme tous les autres enfants, mais ce n'est pas le cas pour moi ici. Et donc, quand nous n'avons pas des soins pour les enfants ou pour les familles, comment allons-nous être en mesure de survivre? Même si j'ai un horaire de travail flexible et mon mari a un horaire flexible, il n'y a pas de garderie qui veut prendre mon enfant. L'autre aspect, c'est l'isolement social auquel nous faisons face. Avant de quitter la maison chaque jour, je dois aller prendre une marche. Ça prend tellement de préparation mentale parce que je ne sais pas ce qui va arriver. C'est difficile pour moi d'avoir des amis. Et tout le monde ne comprend pas ce que nous vivons. On a des commentaires négatifs de la part des autres gens dans la communauté. Et qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et donc, les gens ont tendance à vous juger. Et donc, ça affecte notre santé mentale et ça affecte les autres frères et sœurs dans la famille parce qu'on ne veut pas que notre enfant sorte et se demander combien de temps ça va prendre avant que la garderie nous appelle. Alors, voici quelques-unes des choses que je vais partager aujourd'hui. Merci, Brenda. Merci beaucoup, Abby. Vous avez partagé tellement de choses qui, pour moi, en Colombie-Britannique, il y a des listes d'attente pour l'évaluation, le diagnostic. Et donc, moi, je dois m'occuper de mon enfant qui a des besoins très complexes, ainsi que des enfants qui sont neurodiversifiés et des enfants qui présentent différents enjeux, différents problèmes. C'est difficile d'avoir à attendre. C'est dévastateur pour les familles, non seulement pour les enfants, mais du côté financier, si les parents n'ont pas l'occasion d'aller travailler. Et donc, je suis vraiment heureuse que vous participiez à notre conversation nationale pour pouvoir entendre votre voix. Merci, Abby. Alors maintenant, nous allons aller en Ontario avec Khadija. Bonjour à tous et à toutes. Alors, bonne fête des mères à vous toutes. Je m'appelle Khadija. Je suis maman de 3 enfants. J'ai 3 enfants
mon plus vieux a la paralysie cérébrale. Moi, ils ont donné le diagnostic quand même assez rapidement, mais quand il est venu le temps d'obtenir des services, j'étais complètement perdue. Ils m'ont donné le diagnostic. Ils m'ont dit qu'ils ne croyaient pas qu'il survivrait. Et donc, j'ai été laissée à moi-même. J'avais 21 ans quand j'ai eu mon fils. C'était planifié et je ne savais pas qu'il était pour être un enfant né avec un handicap. Et la raison pour laquelle ce panel est si important, c'est que moi, j'ai vécu dans la pauvreté moi-même. Mon mari et moi avons vécu dans la pauvreté pendant 8 ans. Alors que nous sommes allés à l'école en tant qu'étudiants, nous avons vraiment eu de la difficulté. Nous avions utilisé toute l'aide que nous pouvions, mais mon mari travaillait. Et donc, ici, en Ontario, on reçoit des prestations pour des personnes à faible revenu, mais on n'a jamais été admissible. Et donc, ça m'a pris plusieurs années pour terminer mes études. Ça m'a pris 4 ans pour terminer mes études en maîtrise, mais parce que j'avais un enfant handicapé alors que je faisais des études. Mon enfant a eu une dislocation des hanches. Il a dû avoir une chirurgie qui a duré 9 heures. Et donc là, il a attendu pour avoir sa chirurgie. Et donc, il a fallu déménager d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'un hôpital puisse nous donner les services afin qu'il soit en mesure d'obtenir la chirurgie qu'il aurait dû avoir 3 ans auparavant. L'expérience que j'ai vécue avec le système de santé, il y a des côtés positifs, mais l'aspect négatif a tendance à prendre le dessus parce que quand il est question de racisme, de discrimination, la façon dont les gens me regardent, mon mari est blanc et sa famille vit au Canada depuis 300 ans, mais quand les gens me regardent moi, la façon dont on me traite, moi et mon enfant, il y a beaucoup d'hostilité. Les gens pensent que je veux juste avoir de l'argent du gouvernement. J'ai paru dans le Toronto Star à plusieurs reprises. Il y a eu des articles à mon sujet dans les nouvelles parce que je milite pour les soins de santé. Et quand j'ai lu les commentaires au sujet de ce que les gens pensent de moi, ça fait mal. Les gens disent « Ah, ce sont juste des immigrants qui veulent profiter des prestations du gouvernement. » Vous savez, le gouvernement ne nous offre pas d'argent, donc on ne peut pas vraiment en profiter. Et nous avons eu vraiment de difficultés, mais ça ne m'a pas arrêté d'être militante et de me lutter pour la justice, non seulement pour mon enfant, mais pour les autres enfants vivant en situation de handicap. Et je travaille pour un organisme comme Smile Canada qui dessert plus de familles qui ont des enfants et des jeunes vivant en situation de handicap. Et la raison sur laquelle nous nous concentrons sur ces enfants, c'est qu'il y a tellement de barrières qui existent déjà pour les enfants vivant en situation de handicap. Et chaque fois qu'on ajoute une étiquette là-dessus, ben, ça rend les choses encore plus difficiles. Alors, nous avons travaillé avec des familles immigrantes, des familles de réfugiés, des enfants vivant en situation de handicap. Ils vivent dans la pauvreté parce qu'ils ont émigré d'un autre pays. Et donc, quand vient le temps de trouver un logement, quand vient le temps de se nourrir, nos familles ou des familles comme la mienne font souvent face à beaucoup de barrières. Et donc, c'est très difficile. J'espère que par le biais de ce genre de conversation et ces conférences, nous pouvons créer le changement parce que les enfants, tous les enfants ont besoin d'être respectés, d'être honorés et d'obtenir les services dont ils ont besoin. Les enfants vivant en situation de handicap devraient pouvoir avoir les mêmes droits que les autres enfants. Et moi, c'est ma tâche, mon devoir de m'assurer de faire une différence parce que c'est ce que je veux faire. Et donc, il y a eu des articles dans les journaux et même j'ai fait la lecture d'épreuves de livres sur les enfants handicapés. Il y a un livre qui va être publié bientôt et le titre va être Mother's Gift, le cadeau des mères. Et ce livre va avoir des histoires ou des témoignages de mères de différentes provinces au sujet des services de soins ou services de santé dans différentes provinces. Et j'espère que nous allons pouvoir produire le changement. Et c'est dans ce genre de conversation, parfois,
ça peut nous décourager, mais ça peut aussi nous donner les moyens d'apporter des changements. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. Oui, c'est tellement important d'avoir ce genre de discussion ici, partout au pays. Vous avez fait du travail extraordinaire. C'est comme ça que je vous ai rencontré parce que vous travaillez au sein de l'organisme SMILE et j'ai aussi lu des articles à votre sujet dans les journaux. Vous faites un travail extraordinaire et j'apprécie le fait que vous partagez des expériences de communautés racisées parce que moi, je suis une maman de la classe moyenne blanche privilégiée, mais j'ai eu beaucoup de problèmes sur le plan financier. Et je fais ceci parce que je sais que si moi, je vis des défis, il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de défis. Comme vous l'avez mentionné, on ne reçoit pas grand-chose du gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de soutien. Et donc, nous allons maintenant passer à Alana, à l'île du Prince-Édouard. Nous sommes tellement emballés d'avoir la représentation de la côte Est. Merci, Alana. Bonjour. Alors, moi, j'avais préparé un discours, mais en écoutant tout le monde, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que je pourrais lire qui pourrait être mieux de vous parler à partir du cœur. Je suis maman monoparentale de 4 enfants incroyables. J'ai un enfant de 16 ans qui est neuroatypique et un enfant qui a des besoins complexes. Un autre enfant, en fait, les 2 derniers enfants ont reçu un diagnostic d'autisme. Ici, dans les provinces atlantiques, c'est très difficile. Les maritimes, pardon, c'est très difficile parce que nous ne vivons pas près d'une ville, une grande ville, et donc nous avons tous l'impression que nous vivons dans des communautés rurales. Donc, par exemple, il a fallu que j'attende 1 an avant que mon premier enfant reçoive le diagnostic d'autisme, et l'autre, j'ai dû attendre 2 ans et demi à partir du moment où il a été référé. Alors, j'ai un enfant qui est né normal, où on le pensait ici. Il est arrivé dans ce monde très beau et avec des belles petites bajoux. Et à l'âge de quelques jours, je le tenais dans mes bras. Il a fait un mouvement un peu étrange. Alors, j'ai dit à l'infirmière que c'est comme s'il avait les frissons. J'ai appris plus tard dans la vie que les enfants n'ont pas des frissons, mais ils peuvent faire un mouvement qui ressemble à ça. Et donc, ils m'ont dit que tout allait bien avec lui. Alors, nous avions un enfant de 3 ans à la maison et il a commencé à faire la même chose, mais ça semblait être beaucoup plus compulsif. Je lui ai demandé pourquoi il avait les frissons et je savais qu'il n'avait pas froid. Et donc, mon mari lui l'a regardé dans les yeux et ses pupilles étaient pleinement dilatées. Et j'ai su instantanément ce qui est en train d'arriver. Je suis allée à l'urgence. Et on m'a traité comme si j'avais dit que j'avais mal à la jambe. On a passé au travers du triage et nous avons dû attendre environ 20 minutes avant de pouvoir voir le médecin. Il l'a regardé et le médecin me disait tout simplement qu'il avait eu comme une espèce de crise et qu'il était simplement malade. Ils ont fait toutes sortes de tests. Ils l'ont admis à 3 heures du matin. À 6 heures du matin, je me suis réveillée. Et je l'ai regardé et il est tombé en convulsion. Les médecins et les infirmières sont arrivés à la course. On lui a donné un scan parce qu'à l'île du Prince-Édouard, les enfants de moins de 12 ans n'ont pas d'imagerie parce qu'ils sont incapables de le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vu que notre vie serait plus jamais la même. Donc, il a fallu faire plusieurs voyages à Halifax. Et pour nous, c'est approximativement 3 heures et demie de route. Et il y a des gens qui demeurent à l'île du Prince-Édouard qui doivent y aller 1 fois par mois à 1 fois par semaine. Et c'est beaucoup de fardeau. Moi, j'avais 21 ans, mon mari avait 22 ans. Je ne pouvais pas travailler parce que je venais d'accoucher. Et je suis allée visiter les services sociaux. Je leur ai demandé d'obtenir des fonds
pour faire le voyage à Halifax et ils nous ont refusé. Lui gagnait le salaire minimum, mais apparemment, nous gagnions trop pour recevoir de l'aide. Et donc, à ce moment-là, je ne suis plus jamais allée leur demander de l'argent parce que ça m'a brisé le cœur. L'argent est là, mais on n'était pas qualifiés. Et donc, si on avance quelques années, mon mari est décédé en 2020 et moi, on m'a frappé avec ce fardeau financier, de stress financier, comme je n'ai jamais pensé que je serais frappée par ça auparavant. Et donc, je croyais qu'étant une mère monoparentale de 4 enfants, dont 3 avaient des handicaps, que je recevrais du soutien. Tous les services de soutien m'ont refusé à cause de l'assurance vie de mon mari. C'était très, très difficile. Oui, j'ai cet argent qui m'a été payé par l'assurance, mais je ne peux pas travailler. Et mes enfants, à l'époque, étaient âgés entre 2 ans et 14 ans. Et donc, mon enfant qui a des handicaps complexes, c'était difficile, mais ils m'ont tous refusé à cause du fait que j'ai l'argent de l'assurance. Donc, alors, désolée. C'est très décourageant de penser que tous ces programmes existent pour soutenir des personnes comme moi et les autres parents qui sont ici et je n'y ai pas accès. On m'a littéralement dit que si j'allais acheter un bateau avec mon argent et que le bateau était dans mon entrée, il me donnerait de l'argent. Mais parce que je dois m'occuper des besoins de mes enfants, on me punit. Et donc, c'est tout simplement injuste. Mon plus grand défi, c'est que je m'occupe de mes enfants, je joue le rôle d'infirmière, de thérapeute et tout. Et tout ce que je veux, être la maman de mes enfants. Et je n'ai jamais l'occasion d'être la maman de mes enfants. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'essayer à communiquer avec des associations comme celle-ci pour faire avancer certaines choses afin que, en tant que parents, nous puissions tout simplement jouer notre rôle de parents. Merci, Alana. Ah, c'est tellement vrai. Nous nous retrouvons souvent en thérapeute, en soignant, et il n'y a pas suffisamment de temps d'être parent et tout simplement faire les choses que nous voulons faire avec nos enfants. Et je crois que la société en général est comme ça. La société n'est pas consciente. Au Canada, je crois que tout le monde pense qu'on s'occupe des besoins de santé de tous les enfants, mais ce n'est pas le cas. Nous ne faisons pas ça pour les enfants vivant en situation de handicap. Ce sont des années de différentes politiques et nous sommes laissés de côté. Et il n'y a pas beaucoup de soutien. C'est l'expérience universelle. Alors, nous allons passer à plusieurs questions. Alors, à partir de vos expériences, je sais que vous êtes tous et toutes des expertes essentiellement. Qu'est-ce que le système de soutien pour les enfants handicapés? À quoi ça ressemble dans votre province? Et qu'est-ce qui est financé, qu'est-ce qui est sous-financé ou pas financé du tout? Et quel service est-ce que les familles ont besoin de payer de leur propre poche? Et Smile est une œuvre caritative qui aide à combler les lacunes dans le domaine de la santé. Et nous avons tous eu besoin de se fier sur le financement des œuvres caritatives pour nous aider à joindre les deux bouts. Et donc, j'aimerais explorer ça un peu plus pour savoir où sont ces lacunes et où avez-vous besoin de faire appel à des œuvres caritatives. Et donc, quelqu'un qui aimerait commencer? Alors, je vais commencer. Alors, ici, en Alberta, il y a des soutiens familiaux pour les enfants vivant en situation de handicap. Et donc, ils offrent, il faut faire application, il faut recevoir un diagnostic. Votre médecin spécialiste doit faire l'évaluation et ensuite, vous devez soumettre votre demande.
Et comme je l'ai mentionné, ça prend entre 10 mois à 24 mois avant qu'ils vous disent ah, on va vous affecter quelqu'un. Ensuite, vous avez une rencontre avec la personne qui s'occupe de votre cas et le soutien, c'est de créer un besoin spécial pour votre enfant. Et donc, il paie pour certaines choses basées sur vos besoins pour l'année. Et aussi, vous avez des services spécialisés, ce n'est pas tout le monde. Quand vous présentez votre cas, euh, il y a une présomption de vos besoins et là, on peut recommander des services qui pourraient inclure de l'orthophonie ou ergothérapie, des services psychologiques, enfin, dépendamment de l'évaluation et il vous donne du temps de répit, hein, pour, il y a participation, par exemple, à des événements communautaires où les parents peuvent aider. Et ils ont certaines choses pour les enfants aussi. Mais quant à moi, nous avions, à cause de ces besoins, nous avions la permission d'engager quelqu'un qui pourrait passer un peu de temps avec lui d'une personne à l'autre. Mais parce que, bon, c'est pas que vous voulez être payé 17 $ pour travailler avec un enfant, mais c'est bien un salaire minimum. Alors, et même ça, vous n'obtiendrez même pas ça. Alors, véritablement, je sais à quel point c'est difficile de dire à quelqu'un, venez passer 15, 16 $ pour aider avec un enfant. Alors, et puis à quel point sont-ils ou elle efficaces. Alors, il y a aussi des coûts de vie pour aider avec certains euh, frais de vie, si vous voulez, ou des besoins de certains achats essentiels. Oui, on peut obtenir certaines de ces choses, mais de passer à travers ce processus, c'est vraiment difficile. La plupart d'entre nous, lorsqu'on a besoin d'aide avec nos enfants, ah oui, on sait, on comprend ce que tout le monde, tous les autres parents doivent vivre comme expérience. Et la plupart des parents maintenant se tournent vers des services privés spécialisés parce que les écoles privées spécialisées, mais même si il y a un système d'éducation qui peut être financé jusqu'à un certain point, mais les soins sont laissés à désirer parfois. Alors oui, nous pensons être des parents à revenus faibles, mais comme on vient de dire, c'est quoi un revenu, un faible revenu? Ben, il faut travailler peut-être des demi-journées ou avant que le salaire minimum, même pour se qualifier. Alors, quand je regarde l'appui disponible, je sais que la plupart des choses comme la santé mentale ne sont pas financées. La santé mentale, c'est un problème au niveau national, mais regardez aussi ceux d'entre nous, le stress que nous vivons avec nos enfants, la vie qu'ils ont, parce que par exemple, j'ai un enfant d'1 an. Je peux vous dire qu'elle grandit très vite parce que la moitié du temps, je travaille avec mon enfant de 5 ans qui a besoin de plus d'aide et puis elle, bon. Alors parfois, j'ai à peine le moment passé avec elle pour voir à ses besoins. Le plus aîné a besoin d'aide constamment, besoin de thérapie. Nous n'avons pas de service de santé mentale et surtout pour des familles ou des enfants. Alors, il y a la liste d'attente était énorme. Euh, on parle de 1 an ou plus de liste d'attente. Imaginez ce que cela peut faire, là, d'attendre 1 an simplement. Pour l'instant, là, j'ai besoin de quelqu'un qui parlait maintenant. Comment est-ce que je peux être la mère qu'il faut? Comment je peux être l'infirmière, la mère, l'éducatrice, la gardienne tout en même temps? Ben, le temps de répit aussi, c'est autre chose, parce que ils vont financer parfois un peu de répit, mais il y a une limite par année. Alors moi, j'avais 20 heures par année. Hein. En fait, c'était des 10 heures par mois, donc 120 heures par année. Mais je passe plus de 10 heures simplement à aller chercher, à acheter ce qu'il faut pour pour mes enfants. Parfois, le temps de répit, c'est pour que je puisse simplement faire la cuisine ou laver la vaisselle. Hein. Rarement de temps pour nous. C'est pas vraiment du repos. Alors, mon enfant, mon fils en particulier, hein, euh,
Les technologies assistées, ça c'est quelque chose pour nous aider, mais nous ne recevons pas d'aide et qui avec nos faibles revenus. Parce que mon enfant peut à peine communiquer, personne ne le comprend. Hein. Alors, ce sont là des choses que je vois que personne ne finance dans cette province. Mais pour la charité aussi, comme on l'a dit, là, que lorsque le gouvernement ne participe pas, quand les droits des enfants ne sont pas remplis et qu'on a très peu d'appui, il faudrait qu'on soit le point de focus de notre communauté, qu'on soit de l'aide de la communauté. Alors oui, nous avons différentes fondations. Il y en a certaines qui se sont présentées, qui aident avec certains financements, mais ils aident avec des temps de répit, etc., de repos. Mais bon, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Oui, c'est vraiment un problème car l'appui est inadéquat. Je crois que Khadija avait quelque chose qu'elle voulait partager. Oui, en Ontario, nous avons quelque chose de l'aide pour les enfants avec des handicaps sévères. Il faut faire application, on reçoit une somme mensuelle de 100 à 400 dollars par mois, mais il faut gagner moins de 60 000. Là, vous pouvez vous qualifier. Alors, nous allons perdre tout ce que nous avions auparavant à cause de ce financement. Ça veut dire que la chaise roulante de mon fils devait être, était payée complètement. Mais 25 maintenant, nous devons payer 25 qui ne semble pas être beaucoup. Mais quand on a un enfant qui ne peut pas se lever, se tenir debout, qui ne contrôle pas les muscles de son torse, et nous allons payer plus de 7 000 à 10 000 dollars pour une chaise roulante. Et c'est donc 25 hein, de rabais. Donc, le financement qu'on avait avant, on ne qualifie plus parce que si vous gagnez plus de 60 000 dollars, vous n'êtes plus qualifié. Alors, nous voulions avoir une maison qui serait accessible parce qu'avant, on avait une maison à 3 étages et on devait porter la chaise roulante en haut et en bas. Et puis, j'ai des douleurs chroniques maintenant à cause de cela, mais cela n'est pas considéré comme personnes ayant besoin d'aide. Mais c'est une autre lutte et je suis pas prête à lutter à ce niveau-là. Alors oui, le manque d'accès dans nos logements, nous avons essayé de rendre là où on habite accessible, mais c'est difficile ou impossible. Alors on essaie de trouver un appartement hein, avec 3 enfants en croissance, avec tout l'équipement. Hein. C'est très difficile de trouver un appartement à 3 chambres. C'est dispendieux. Mon fils avait des jointures disloquées parce qu'il n'avait pas suffisamment de thérapie. Il fallait lutter pour qu'on ait plus de thérapie. Une fois par mois, il disait, écoutez, pouvez-vous nous donner au moins une fois par semaine? Et il riait de moi. Aucune façon d'obtenir cela. Et il riait, non pas parce qu'il dit, c'est pas possible, le gouvernement le fera pas. C'était pas par méchanceté, c'est pas leur faute, là. Et il faut qu'ils fassent ce que le gouvernement leur dit de faire. Et mon fils, finalement, a eu de l'osteopénie et il avait une dislocation de ses 2 hanches. Et il y avait beaucoup plus d'enjeux parce que la thérapie n'était pas disponible. Alors, mon mari et moi, nous avons des douleurs chroniques auxquelles je dois souffrir tous les jours parce qu'il faut qu'on le porte en haut des escaliers à chaque fois et on continue de le faire malgré notre douleur parce que il y a, par exemple, la marge dissous de March of Dimes. Hein, oui, on peut participer, recevoir certains financements, mais pour cela, il faut gagner moins de 70 000. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici maintenant, un foyer, là, ou de ma génération, qui a une maison avec un enfant handicapé, avec handicap, qui gagne moins de 60 000 dollars. Ce serait impossible. Nous travaillons tous les deux maintenant de bons emplois, mais on ne se qualifie plus, on n'est plus qualifié donc pour ces choses. Avant, on n'était pas qualifié parce qu'on n'avait pas de maison et parce que on louait. On essayait d'acheter une maison maintenant, mais là, on qualifie, on n'est pas qualifié parce qu'on gagne trop. Alors, ouais, ça, c'est impératif au Canada, on s'occupe des enfants malades, etc. Financement en Ontario, en Alberta et des autres provinces, c'est pas vrai. Et il y a tellement de documents à remplir, de paperasse. Ils disent que nous avons certaines choses, mais quand vous faites face à ces besoins, vous réalisez que cette aide n'est pas là.
que ce soit pour le logement, que ce soit pour avoir un loyer modifié. Ben, j'ai traîné la chaise roulante de mon fils qui pesait 50 livres alors que j'étais enceinte. Alors, soit je faisais ça ou je l'amenais pas à la garderie ou à l'école. Et même à l'école, la première semaine, il avait des meurtrissures sur le dos. Pourquoi? Parce qu'il le laissait dans sa chaise roulante toute la journée et il ne changeait pas les couches. Bon. Et puis l'école s'est retournée contre moi parce que je faisais trop de représentations, je me plaignais trop. Hein. Tellement d'enjeux, tellement de barrières. Il y a des barrières dans tout, que ce soit le logement ou ben, c'est simplement qu'il n'y a aucune fin. Et on ne devrait pas, moi je parlais à quelqu'un qui dit, on n'aurait pas besoin de Smile. Le raison de cela, c'est de se débarrasser de ces organismes parce que on ne devrait même pas en avoir besoin. Le gouvernement devrait prendre la relève. Oui, certainement, de ramasser les morceaux. C'est un soin de santé, c'est un besoin de soins de santé quand on parle de véhicules, de logements accessibles, etc. C'est un soin de santé et il nous faut pouvoir vivre en sécurité dans nos demeures et nos besoins ont besoin d'être en sécurité également et de vivre dans des communautés qui offrent un certain support pour un certain appui pour ces choses. Le fardeau financier est énorme sur ceux qui doivent le porter. Merci, Khadija. Alors, nous allons passer à Alana. Et en fait, nous allons manquer un peu de temps, mais ouais, on va essayer. Alana. Ben, je vais continuer sur ce qui a déjà été dit. C'est exactement la même chose dans les provinces maritimes, peut-être mieux ou pire que dans d'autres endroits. Mais nous sommes sur une île, donc je ne peux pas parler pour le reste des maritimes, mais nous avons à peu près 300 dollars par mois, qui est en moyenne peut-être 7 heures par mois, et qui, en peut plus, n'est pas beaucoup de temps, alors on a besoin de temps de repos, hein, et avec beaucoup de besoins, le temps d'aller faire l'épicerie, et c'est à peu près tout. Même chose avec le coût de la vie. Maintenant, le coût de la vie sur l'île est le plus haut que j'ai jamais vu. Pour louer une petite maison au bord d'une route, là, c'est 5 000 dollars par mois. Nous vivons dans un duplex, c'est le seul endroit où nous pouvons payer et où il n'y a pas d'escalier. Alors, euh, oui, je ne peux pas avoir accès à des véhicules de transport. Je dois transporter mon enfant jusqu'à la voiture et pour transporter sa chaise roulante. Et en fait, je ne peux même pas avoir une camionnette avec un accès facile pour la chaise roulante ou même pour la mettre dans le coffre arrière. Alors oui, c'est ce qui affecte bien des gens dans le maritime et ailleurs au Canada. Je ne pourrais pas nommer une chose dans le maritime où nous avons un appui égal pour des familles avec des enfants handicapés. Alors, le programme aux États-Unis, nous avons les différentes thérapies. Les enfants d'âge scolaire reçoivent, peu importe de leur grade et leur âge, ne reçoivent pas, attendez, les thérapies. Ça veut dire que si les moyens, les familles ont les moyens, ils doivent payer de leur poche ou alors il faut faire sans cet appui en termes de différentes thérapies. Il y a tellement d'enfants neurotypiques où ce n'est pas difficile. Mes enfants ont été diagnostiqués avec autisme peu après sévère. Et il faudrait pouvoir leur donner des moyens pour qu'ils ne deviennent pas un fardeau pour la société en grandissant, leur donner des outils, hein, mais leur stabilité mentale n'est peut-être pas la meilleure, se faisant du mal eux-mêmes ou à d'autres. Mais s'ils recevaient les thérapies appropriées à l'âge scolaire ou plus jeune, ces enjeux pourraient ne pas faire surface ou exister pour les enfants avec de gros besoins ainsi et d'avoir la bonne thérapie ou les bonnes thérapies, hein, il y aurait moins d'hospitalisation, de rendez-vous et une meilleure vie. Hein. Comme j'ai dit plus tôt, tous les enfants devraient recevoir les thérapies requises selon leurs besoins et nos thérapeutes présentement
donne à chaque enfant qui a besoin de thérapie, peu importe, à peu près 5 heures par an. C'est à peu près tout. Mm. Ouais, la thérapie est un défi, d'après ce que j'ai entendu à travers le pays également. Et c'est ce qui parle le plus directement aux besoins en soins de santé et vraiment un gros impact sur les résultats, sur la santé. Euh, ça prendrait des interventions thérapeutiques à l'appui de ces enfants et je crois que c'est un défi partout. Nous avons quelques moments encore. Je peux poser une dernière question. Il faudra y répondre en 30 secondes, 45 secondes, chaque personne. Mais bon, mais je veux dire une chose aussi, c'est que une des choses qui aurait un impact positif, comme un changement politique que vous aimeriez voir, qui pourrait avoir un impact pour votre famille et d'autres, de donner un exemple, Alana en a partagé un déjà, sur tous les coûts de déplacement pour aller du Prince-Édouard à Nouvelle-Écosse, à l'hôpital pour les enfants. Cela n'est pas couvert. Et en Colombie-Britannique, nous avons un tel programme qui fonctionne, qui paye pour les dépenses de déplacement. Je vis en région éloignée, 4 heures avec un traversier. Bon, c'est difficile. Il paye selon mon millage et il paye un hôtel et mon stationnement lorsque j'y arrive. Il nous faut voir ce genre d'idées à travers le pays. Ben, c'est pas parce qu'en fait, j'allais parler de cela. Hein. Moi, ça serait également le déplacement. J'ai fait tous les calculs en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, des Prince-Édouard et Terre-Neuve doivent aller à Halifax pour tous leurs besoins thérapeutiques en cardiologie, neurologie, dentaire, enfin, tous les besoins. Et ça peut varier de 100 à 1300 kilomètres de déplacement. Il faut payer donc pour l'essence. Terre-Neuve doit payer pour le traversier qui peut coûter de 200 à 300 dollars. Le pont pour l'île Prince-Édouard, c'est 50 dollars chaque passage. Et il y a des postes à péage entre les ponts et les autoroutes et les coûts d'hôtel entre 120 à 200 dollars par nuit. Aucun de ces frais ne sont couverts et les gens, comme on l'a dit auparavant, disent, eh ben, vous pouvez le réclamer sur vos impôts, mais on sait tous que cela ne veut rien dire. On peut peut-être recevoir un quart de ce qu'on dépense, mais il y a un total entre 300 et 700 dollars par déplacement, par famille. La plupart des familles essayent de le faire en un jour, partir. Ça veut dire que moi, je quitte la maison à 5h30 le matin et je reviens à la maison à 11h le soir avec 2 ou 3 rendez-vous entre les deux pour que l'on puisse tout faire en un jour. Alors, oui, ces rendez-vous peuvent être très stressants, peuvent être vidés mentalement. Je conduis 3h30 dans cette direction, qui est aussi difficile mentalement pour tout le monde. Nous avons deux charités auxquelles on peut faire application Hope Care. Pour la première, nous avons besoin de 2 semaines pour traiter la demande. Alors, si vous avez un rendez-vous rapide de dernière minute ou euh, si mon enfant doit être déplacé par avion, ben, je ne peux pas faire l'application. Et l'autre programme, c'est pour de l'essence, des cartes de 50 dollars, mais vous ne recevez cela que si vous avez plus de 3 ou 4 déplacements par année et s'ils en ont de disponibles. Et souvent, la plupart du temps, en fait, ils n'en ont plus. Alors, c'est rare de voir ces cartes d'essence tous les quelques années. Donc, j'ai parlé à une famille qui a 56 rendez-vous par année. Chaque déplacement coûte 225 dollars et, et avec des dépenses annuelles de 45 000 dollars. Alors oui, c'est incroyable, hein, les besoins. Alors bon, écoutez, nous n'avons vraiment plus de temps. Est-ce qu'il y a quelques mots de clôture, Khadija, pour terminer? Eh bien, j'aimerais simplement dire que je sais qu'il y a des différentes provinces qui travaillent sur un système de bien-être pour les enfants ou d'aide sociale pour les enfants.
Donc, s'il vous plaît, faites de la représentation auprès des institutions au nom de vos enfants. Faisons cela et, et- et nous voulons avoir un système inclusif et inclure nos enfants dans le système de bien-être, dans le système de santé et de rendre les choses possibles pour les parents. Hein. Euh, de pouvoir nous trouver des logements près d'une garderie pour qu'on puisse y marcher sans avoir à prendre des déplacements. Il faut lutter pour avoir nos droits représentés adéquatement. Merci beaucoup, Khadija. Un financement pour les enfants pour leur thérapie parce que nous avons beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes suite au manque de financement et de thérapie. Et le financement, nous avons maintenant, mon mari et moi, des douleurs au dos à cause de cela. C'est sûrement le cas de la plupart des parents avec handicap parce que il y a des charges supplémentaires à porter. Ouais, c'est vrai un peu partout. Alors, merci beaucoup. C'était un véritable plaisir de faire ce panel avec vous, de vous rencontrer. Et j'espère que nous resterons en contact et de faire de la représentation ensemble.